Bienvenue sur ce webinaire de la filière féminine organisé par la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de handball. Nous allons aborder le projet de performance fédérale et plus précisément le pôle espoir. J'espère que tout le monde m'entend bien. Si jamais il y a des soucis de connexion ou quoi, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir pour qu'on puisse régler les choses de la manière la plus rapide possible. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais présenter les deux personnes qui sont avec moi sur ce webinaire, donc à savoir Johan Langlois, qui est donc salarié de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, qui est responsable du site Accession de Dijon, qui est responsable de la détection et qui sera donc ce soir l'animateur. Donc, il vous expliquera un petit peu. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez écrire les questions ou lever la main pour qu'on puisse avoir des allers-retours, des échanges et que ça puisse être dynamique, mais que voilà, on puisse respecter les temps de parole pour chacun et respecter le temps qui nous est imparti. La deuxième personne que je souhaite présenter, c'est Pierre Vaucher. Donc, Pierre Vaucher, salarié de la Ligue également, qui est donc entraîneur sur le site Excellence de Besançon, donc sur l'accession et sur l'excellence, sur le public l'accession et sur le public l'excellence, qui est aussi responsable de l'équipe de Ligue et qui est, pour ceux et celles qui regardent des matchs sur Facebook, là, sur les liens des équipes, des clubs, il est aussi arbitre. Donc je le précise, hein, voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Donc, il est arbitre sur la Ligue Butagaz Énergie et également sur les Lidl Star League et la Pro D2, si je ne dis pas de bêtises. Et pour ceux qui ont regardé le France-Danemark, si vous l'avez reconnu, il a aussi arbitré le premier France-Danemark à Créteil jeudi dernier. Voilà. Et pour ma part, Myriam Saïd Mohamed, je suis donc cadre d'État du ministère des Sports, je suis responsable de la filière féminine, responsable du pôle espoir Bourgogne-Franche-Comté, responsable de la mise en place du projet de performance fédérale sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. J'entraîne donc sur le site de Besançon, l'accession et l'excellence. Et j'ai aussi été joueuse de haut niveau il y a très longtemps déjà, que j'ai arrêté. Je ne donnerai pas mon âge pour ne pas me griller. Il y a très longtemps que j'ai arrêté de jouer, mais j'étais internationale et j'ai donc joué à l'ESBF et à la JDA, et je reparlerai dans mon exposé. Voilà pour les présentations. Je vais juste laisser Johan expliquer comment il souhaite procéder en tant qu'animateur sur la prise de parole et les questions posées. Johan. Oui, donc bonsoir tout le monde. Je suis en train de régler encore des petits soucis logistiques parce que je reçois aussi des messages comme quoi certains n'ont toujours pas reçu le lien, donc je suis en train de refaire le transfert. Je vais m'adresser à tout le monde forcément, comme si vous n'étiez pas des utilisateurs aguerris du logiciel Zoom. Ok, bien sûr, ça permet de se voir en visio. Je ne sais pas combien nous sommes là pour le moment, mais il y a 3 pages. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir, vous exprimer par l'intermédiaire de la discussion sur la page d'accueil, sur votre page principale, tout en bas. Vous avez un petit onglet qui s'appelle Discussion. Et ça va vous permettre éventuellement de poser des questions. Au cas où il y a un moment où il n'y a pas de bruit du tout et qu'il n'y a pas de questions et on n'est pas en train de présenter quelque chose, vous pourrez éventuellement ouvrir le micro pour pouvoir poser la question directement, mais privilégiez donc d'avoir le micro fermé. Et quoi qu'il en soit, s'il est ouvert, on va vous le refermer pour ne pas avoir de bruit parasite. Et si vous avez une question, effectivement, essayez de passer par le petit encart en bas de votre page où c'est marqué donc discussion. Okay, si vous n'y arrivez pas, j'essaierai de naviguer sur les 3 pages parce que nous sommes actuellement 60 connectés pour voir si vous avez votre caméra activée, éventuellement essayer vainement de faire des grands gestes avec vos mains et vos bras si on n'y arrive pas. Ne soyez pas étonnés aussi s'il y a un petit temps de délai puisque vous ne pouvez peut-être pas activer votre micro. Donc, on verra pouvoir l'activer si vous ne pouvez pas vous l'activer vous individuellement. Voilà. Pour le reste, un temps de présentation
donc de la filière et du PPF, par Myriam et Pierre principalement. Un deuxième temps avec des questions, réponses. Donc, je répète, par l'intermédiaire de la discussion. Donc, comme ça permet aussi d'avoir quelque chose d'écrit. Okay, et un temps où on ouvrira les micros au besoin et si besoin pour pouvoir répondre directement à des questions posées directement. Voilà. Merci, Johan. Pour compléter, vous avez aussi dans l'onglet réaction, lever la main. Donc, si vous avez une question que vous souhaitez poser, vous pouvez aussi, donc en bas à droite, dans le petit réaction, les petits émoticônes, vous pouvez lever la main. Comme ça, on sait que vous avez envie de poser des questions et de prendre la parole. J'en profite pour préciser que Joëlle Demouge est bien présente, donc la coordinatrice ETR. C'est bien là, Joëlle, c'est bien ça, représentante également de la Ligue. Donc, je vais vous partager mon écran. Le principe, c'est qu'on puisse échanger sur la filière et le pôle espoir. Donc, moi, j'ai construit un document qui est en deux parties. La première partie sur l'explication du PPF et la deuxième partie sur le pôle espoir. Donc, à l'issue de la première partie, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai expliqué, si ce n'est pas très clair, n'hésitez pas. C'est le PPF de manière générale. Et ensuite, j'aborderai le pôle de manière un petit peu plus précise. Donc, la définition du projet de performance fédérale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que simplement par rapport à la commande ministérielle, il a fallu préciser le statut de sportif de haut niveau. Avant, on avait l'impression qu'entre guillemets, était sportif de haut niveau qui veut. Aujourd'hui, il faut vraiment être clair. Il y a 4 statuts de sportifs de haut niveau. Et l'idée du PPF, c'est de dire on a des personnes qui sont relèves, seniors, élites ou reconversion et qui sont considérées comme sportifs de haut niveau. Donc, ces personnes sont possiblement dans les pôles espoirs. Donc, vous avez vu qu'il y a également 2 programmes. Le programme Accession, dit de perfectionnement, et le programme Excellence, qui est plus précisément le programme de renouvellement de l'élite. Il a fallu aussi clarifier, on va dire, la spécificité du secteur féminin. Il y en a beaucoup qui nous interrogent en disant « je ne comprends pas trop ce qui se passe, chez les garçons c'est différent, chez les filles c'est différent ». Effectivement, les 2 PPF ne sont absolument pas similaires. Il y a des particularités chez les filles qui n'existent pas chez les garçons, etc. Donc, j'insiste là-dessus, et c'est vraiment en préambule, de vous dire que le modèle garçon n'est pas le modèle fille, et inversement. Donc, on reprécise vraiment l'entrée en pôle, à quel moment, pourquoi, et ça n'est pas la même chose chez les garçons. Des stratégies outre-mer aussi un peu plus différentes, où aujourd'hui, l'idée, c'est d'accueillir les personnes outre-mer, de mieux accueillir les personnes qui sont en outre-mer en métropole, pour qu'elles puissent également avoir les chances d'aller vers le très haut niveau. Et enfin, un accompagnement socio-professionnel renforcé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministère souhaite qu'on soit sur la prise en charge de l'individu dans sa globalité, l'aspect sportif et l'aspect socio-professionnel. En ce qui concerne la commande fédérale, eh bien, c'est entre guillemets très clair. À travers 8 piliers, il s'agit de performer. Donc, ce parcours de performance fédérale, comme son nom l'indique, sur tous les aspects qui sont cités en passant par le triple projet, l'aspect santé, l'aspect économique et réglementaire, etc., il s'agit de performer. Donc, on est vraiment, vraiment sur l'élite. Avant, c'était l'élite régionale avec, on va dire, on rentre en structure pôle et on allait jusqu'au bout de la structure pôle sans qu'il y ait forcément de couperet au milieu. Là, on est vraiment sur l'élite et on est sur l'aspect performé et c'est vraiment la commande fédérale. C'est vraiment quelque chose qui vient de la fédération et qui vient donc du ministère. Et ce qu'il faut comprendre sur ce qui est écrit juste en dessous, c'est qu'il faut évoluer dans les représentations et dans les mentalités. On est vraiment aujourd'hui sur une joueuse qui veut s'inscrire dans ce PPF, qui veut rentrer dans ce projet de performance fédérale, qui veut rentrer dans la structure pôle. Aujourd'hui, cette jeune fille doit savoir qu'à chaque étape, il faut valider quelque chose pour savoir si on reste dans ce projet ou si on en sort. Et que c'est bien écrit qu'à partir du moment où on intègre un site d'accession, ce n'est pas forcé d'intégrer un site d'excellence. Que si on intègre un site d'excellence, ce n'est pas forcé d'entrer dans un centre de formation. Et si on rentre dans un centre de formation, on n'obtient pas forcément de fait un contrat professionnel de joueuse de handball.
et bien évidemment, toutes les joueuses professionnelles de handball ne deviennent pas internationales. Donc, il faut vraiment comprendre ces marqueurs forts à chaque étape de ce PPF. Donc, le PPF, donc le projet de performance fédérale, par rapport à la filière féminine, comme vous pouvez le voir, il prend en compte toutes les années d'âge, donc à partir de 12 ans jusqu'à 19 ans. L'idée, c'est qu'une jeune fille, aujourd'hui, qui a envie de faire du handball son métier, puisse identifier, grâce à ce schéma que la fédération a construit, que cette jeune fille puisse identifier ce qui peut se passer à 12 ans, à 13 ans, à 15 ans, jusqu'à 19 ans. Qu'elle puisse identifier le parcours qui lui est possible, qu'elle puisse identifier les structures dans lesquelles elle peut fonctionner, qu'elle puisse identifier effectivement aussi le nombre d'heures d'entraînement qui lui seront demandées, les exigences au niveau scolaire qui lui seront demandées. Donc, l'idée, à travers ce schéma, c'est, voilà, j'ai envie d'en faire mon métier, maintenant, j'essaie j'essaie de cerner les différentes étapes qui s'offriront à moi et que je vais devoir m'efforcer à traverser. Vous avez là le parcours vraiment très précis en Bourgogne-Franche-Comté. Quand je dis très précis, c'est parce que vous pouvez identifier ici les établissements de référence. Donc, on a pour les deux bleus qui sont au-dessus, en 4e et en 3e, les collèges Stendhal à Besançon et le collège Pardet à Dijon. Donc, en fait, l'idée, c'est que quand on rentre au pôle espoir en classe de 4e, on a un parcours, on est sur cette année d'âge, on a un niveau de jeu qui est demandé, on a un certain nombre d'entraînements qu'on va effectuer, on a la compétition de référence sur laquelle on pourra performer et s'amuser, mais performer. Et ensuite, on a la poursuite possible. Donc, on a essayé d'identifier, pour que ce soit clair vraiment pour chacune, qu'est-ce qui m'attend si je rentre en 3e, quelle année d'âge, quel niveau de jeu on va me demander, quelle compétition je vais pouvoir effectuer, et la suite du parcours, savoir si effectivement je reste en pôle ou je peux me réorienter sur une section sportive, par exemple. Donc, l'idée, et s'il y a des questions après sur ce schéma, on pourra y revenir, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, je veux rentrer en structure, je veux rentrer dans le PPF, la première partie du PPF, c'est les pôles espoirs, j'ai la possibilité de rentrer dès la classe de 4e. Donc, vous le voyez ensuite sur la deuxième partie, où il y a la classe de seconde, la classe de première et la classe de terminale. Vous voyez derrière qu'on a différents statuts, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'accession et l'excellence. Vous voyez qu'il y a différents niveaux d'exigence en termes de nombre de séances et en termes de niveau de jeu. Donc voilà, c'est une photographie qui permet vraiment d'identifier et qui permet vraiment de se projeter. Voilà. En résumé, aujourd'hui, le PPF, le projet de performance fédérale, c'est au départ les pôles espoirs et ensuite les centres de formation, mais ça j'y reviendrai si vous avez des questions, parce que c'est vrai que ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais les pôles espoirs, en sachant que c'est une pyramide, et j'ai bien fait de faire ce schéma-là, vous voyez que la pyramide se resserre. Vous voyez, si vous lisez bien, qu'il y a plus de personnes ici, 52 places, 36 places, 16 places, et à la fin, c'est les meilleurs. Donc, l'évaluation, elle se fait quand je suis une jeune fille et que j'ai envie de rentrer au pôle et que j'ai envie de franchir les étapes. L'évaluation se fait à travers la structure. Est-ce que je passe de l'accession à l'excellence? Elle se ferait à travers les stages, c'est pour ça que je les ai identifiés ici. J'y reviendrai aussi si vous avez des questions sur les stages nationaux, sur les stages des équipes de France, sur les stages qu'on appelle les RIG, les regroupements intergénérationnels, et elle se fait par le monde professionnel. C'est aussi pour ça que j'ai identifié ici les centres de formation et les clubs pro. Donc, voilà, en résumé, le PPF. Là, le ministère voulait clarifier les statuts, voulait clarifier le fonctionnement pour aller vers le très haut niveau. Et la fédération voulait vraiment se doter de meilleurs outils en disant, voilà, on a des pôles espoirs sur les territoires et on souhaite que les pôles espoirs aient un niveau d'exigence élevé, une intensité et une fréquence d'entraînement, et bien évidemment, en parallèle, puisque je vous l'ai montré, l'aspect scolaire avec les établissements scolaires, collèges, lycées de référence qui sont identifiés. Pour entrer dans ce PPF, il y a des actions de détection. Donc, aujourd'hui,
on s'appuie sur un réseau de CTF qui est indispensable, donc les cadres, les conseillers techniques fédéraux, donc qui sont les conseillers de chaque comité dans chaque département, dans nos 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté. Donc on s'appuie sur la détection faite par les comités, en lien bien évidemment avec la Ligue, en lien avec leurs équipes techniques départementales. Donc pour pouvoir rentrer dans ce PPF, on se fait détecter. On participe à ce qu'on appelle à des interbassins, donc ça correspond à un territoire découpé pour qu'on puisse voir tout le monde, toutes les licenciés du handball qui nous intéressent sur une année d'âge. On espère pouvoir les voir et on espère pouvoir les voir jouer, les voir s'amuser sur une journée, sur plusieurs journées et pouvoir les évaluer. On est aussi détecté par le biais des intercomités, donc c'est, comme on le dit, la sélection du comité, c'est le comité qui fait ses choix, le comité qui fait son équipe sur les années d'âge concernées et qui fait donc des compétitions. Et ensuite, on est détecté aussi par ce qu'on appelle le stage profil, qui généralement est organisé en décembre. Donc, grâce aux interbassins, grâce aux intercomités, grâce au réseau de détection des CTF et des entraîneurs des clubs des catégories jeunes, on peut être détecté pour participer au stage profil qui concerne essentiellement des quatrièmes et des meilleurs cinquièmes. Donc, toutes ces filles-là convoquées par la Ligue. Donc, voilà comment on peut rentrer dans le PPF. Voilà comment on peut rentrer dans ce projet. Bien évidemment, les tests. Donc, j'ai rappelé les dates. Il faut faire acte de candidature si on veut rentrer dans le pôle. Il faut faire acte de candidature, il faut remplir un dossier et vous avez jusqu'au 31 mars pour remplir ce dossier qui est en ligne sur le site de la Ligue avec les années d'âge. Si je suis né en 2007, il faut que je m'inscrive pour venir le 12 avril et si je suis né en 2008, il faut que je m'inscrive pour venir le 13 avril. Donc, voilà pour l'explication très, très globale du PPF. Je n'ai pas voulu rentrer dans trop de détails, j'ai simplement voulu déjà vous dire voilà ce qui se passe, voilà ce qui a été mis en place depuis 2017, un projet avec des parcours identifiés, des années d'âge identifiées, les niveaux de jeu de référence en club, l'aspect scolaire pris en compte également, pour qu'une joueuse puisse se projeter, une joueuse puisse identifier le parcours qui l'attend si elle a envie d'être une joueuse professionnelle. Il faut bien insister sur le fait que le PPF a été construit parce qu'il s'agit de renouveler le milieu professionnel. Il s'agit de renouveler les équipes de France. C'est très, très clair. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agit de l'élite, on est vraiment sur l'élite nationale. C'est un projet qui a pour objectif de créer des joueuses professionnelles qui veulent en faire leur métier et qui a pour objectif de faire briller la vitrine qui est l'équipe de France A. Voilà pour cette première partie sur le PPF. Est-ce qu'il y aurait par hasard des questions, Johan? Est-ce qu'il y aurait des choses qui n'ont pas été bien comprises? Je suis passée vraiment très vite volontairement parce que le guide que nous, on reçoit par la fédération fait 108 pages. Donc, il était très difficile de résumer 108 pages en 6 diapos. Donc, voilà, l'idée, c'était de vous brosser très, très rapidement le parcours de manière globale avant de rentrer très précisément sur le pôle espoir. Alors, ok, merci Johan. C'était bon, Johan? Oui. Okay. Donc là, on a une question. Myriam, les tests au mois d'avril sont-ils accessibles aux débutantes? Les tests en mois d'avril sont bien évidemment accessibles aux débutantes. Il n'est pas question pour nous, en tout cas aujourd'hui, c'est notre philosophie, d'interdire à une candidate de candidater. Donc, à partir du moment où on fait l'information que les tests sont donc ouverts et que le dossier de candidature est à télécharger sur le site de la Ligue, vous pouvez bien évidemment candidater, que vous soyez débutante ou confirmée. Bien évidemment. On vous conseille fortement, si vous avez envie de candidater, quel que soit votre niveau de jeu handball. Ça ne s'agite pas. Alors, autre question. Nous sommes actuellement en classe de 3e et nous voudrions savoir si les tests sont accessibles pour les 2006. Alors, comme je l'ai écrit ici, les 2006, l'entrée au pôle espoir se fait prioritairement en classe de 3e. Donc, il n'y a pas de test pour les 2006. Si les 2006 sont intéressés pour rentrer au pôle,
il faut que vous vous rapprochiez de vos CTF, conseillers techniques fédéraux, qui vous donneront des réponses concernant la manière de candidater. Et ensuite, nous organiserons des regroupements les mercredis après-midi, mais à la marge. Aujourd'hui, il faut bien comprendre la philosophie. L'entrée en structure pôle se faisait avant en seconde. Aujourd'hui, elle se fait en troisième. Ça sera détaillé sur les diapos quand je parlerai du pôle espoir de manière très précise. Mais la philosophie, c'est celle-ci. L'entrée prioritaire, c'est en troisième. Alors, autre question. Les détections de Besançon permettent-elles d'accéder au pôle de Dijon? Alors, il n'y a pas de détection de Besançon ou de... C'est les détections du pôle. C'est des détections du pôle espoir. Le pôle espoir, il y a 2 sites. J'enchaîne sur la diapositive, mais le pôle espoir, il y a 2 sites. Le site de Besançon et le site de Dijon. C'est un seul pôle espoir, bisite. Donc, on fait les tests effectivement sur le site de Besançon pour tout le pôle espoir. En fonction des joueuses qui sont retenues pour rentrer au pôle espoir, en fonction de leur provenance, en fonction du nombre que nous pouvons accueillir à Besançon et à Dijon. Il nous est déjà arrivé, et il peut de nouveau nous arriver, de ventiler des joueuses qui sont plus proches de Besançon, de l'ex-Franche-Comté, de les ventiler sur l'ex-Bourgogne. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, on fait des tests pour rentrer au pôle espoir. On fait vraiment des tests pour rentrer au pôle espoir. Et ensuite, avec l'équipe de la commission de décision, je perds mes mots, la commission d'admission, merci Johan, nous décidons du lieu d'affectation de chaque candidate. Bien évidemment, on essaye de respecter la logique de proximité, mais il n'y a pas que la logique de proximité qu'on prend en compte, il y a aussi l'internat, les places d'internat et plein d'autres choses. Donc, on peut effectivement réorganiser, ventiler, être logique aussi en termes de nombre d'entraînements sur le site de Besançon comme sur le site de Dijon. Là, je parle bien de l'accession quand on rentre au pôle, à savoir en classe de 3e. Alors, il y a 2 questions qui se recoupent, donc je vais les regrouper, je vais les lire malgré tout. Donc, bonsoir. Pourquoi une présélection le 28-04? Ça devait certainement être le 28-03, je pense. Et deuxième question, est-ce que la journée de dimanche dernier est une première ouverture vers le pôle espoir ou pas du tout? Donc, je disais, ça se recoupait, puisque en fait, il y a une journée avec les 2008 qui s'est déroulée dimanche dernier, et il y a une journée qui va se dérouler ce dimanche avec les 2007. OK. Et du coup, la question que je repose, pourquoi une présélection le 28-03? Je pense que c'est ça. Et est-ce que la journée de dimanche dernier, donc pourquoi, je répète, une présélection le 28 avec les 2007, et est-ce que la journée de dimanche dernier avec les 2008, d'accord, constitue une ouverture vers le pôle espoir ou pas du tout? Voilà. Alors, comme je voulais expliquer tout à l'heure, oups, je vais trop vite, je vais revenir ici. Les outils de détection que nous avons, les moyens que nous avons pour détecter une joueuse qui va rentrer dans la structure, c'est les interbassins, une organisation comité-ligue, c'est les intercomités, et c'est le stage profil que, suite à ces opérations-là, et encore une fois, suite au réseau que nous avons développé avec les CTF, avec les entraîneurs de club, etc., nous identifions des joueuses que nous convoquons au stage profil. Vous avez tous et toutes connaissance de la situation sanitaire. La situation sanitaire nous a empêché de faire ce stage profil au mois de décembre. Donc, nous avons eu l'autorisation de le mettre en place au mois de mars. C'est pourquoi vous avez donc eu connaissance d'un stage le 21 et donc d'un prochain stage dimanche prochain, le 28. D'accord ? Ce ne sont pas des présélections, ce sont des stages qui nous permettent, encore une fois, de détecter et d'avoir une vue un peu plus pointue des filles que nous avons vues sur les interbassins, sur les intercomités, sur
sous les conseils des entraîneurs, parce que comme il s'agissait des 2008, il n'y a pas eu ces compétitions-là, on est bien d'accord. Donc, c'est aussi grâce à notre réseau d'entraîneurs, et j'insiste sur l'importance du travail des CTF dans chaque comité. Et on travaille de concert pour établir des listes et on invite des joueuses, on convoque des joueuses sur le mois de décembre normalement. Donc ce mois de décembre a été repoussé au mois de mars, tout simplement. Donc, et donc pour vous expliquer donc la deuxième question, Johan, sur est-ce que ça empêche d'aller au test? Non, est-ce que c'est à la place 2? Donc c'est certainement pas à la place 2. Donc c'est pas parce qu'on était présent le 21 et qu'on sera présente le 28 qu'on rentre au pôle. Ça n'a absolument rien à voir. C'est vrai que ce soit bien clair. Donc, c'était une possibilité pour nous de voir des joueuses qui n'ont pas fait de handball depuis 1 an. Aujourd'hui, le PPF est quelque chose de mouvant. Les structures ne sont pas figées. Donc, l'idée, c'est de voir les joueuses le plus possible. On a la chance d'avoir pu mettre en place ces 2 circonstances-là, le 21 et le 28. Donc, l'idée, c'est de voir les joueuses le plus possible pour se tromper le moins possible. Vous imaginez bien un an sans jouer au handball à cause du Covid depuis le mois de mars l'année dernière. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de donner le maximum de chances à un maximum de filles, en sachant que derrière, la sélection sera très, très drastique. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Pour compléter, donc là, je reprends non plus ma casquette d'animateur, mais de responsable de la détection sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. À l'inverse de ce qu'a dit Myriam, ce n'est pas parce qu'on était le 21 et le 28 qu'on sera forcément pris au pôle espoir. Donc, à l'inverse, il y a certainement plein de filles qui n'étaient pas là le 21 et le 28, okay, et qui vont donc postuler ou qui ont postulé au test du mois d'avril et qui pourront intégrer le pôle espoir. Comme l'a dit Myriam, on s'est basé sur le réseau, donc des entraîneurs de clubs, des entraîneurs de sélection, les CTF, pour pouvoir sortir une liste de joueuses à voir. Et effectivement, quand on regroupe un certain nombre de joueuses avec un nombre relativement restreint sur un territoire, qui plus est, les 2008, quand on ne les a pas vus ou pas beaucoup vus, il y a forcément une marge de manœuvre, une marge d'erreur, pardon, qui peut être plus importante. Et donc, il y a bien eu effectivement des filles qui ont été convoquées le 21 et d'autres qui vont être convoquées le 28. Hein, en aucun cas, si, je répète bien, il y a des filles qui n'ont pas participé à cette journée-là, ce n'est pas non pas parce qu'elles ont été oubliées ou qu'on les a déjà mises de côté. Non, non, elles se présentent bien au pôle du mois d'avril et les tests du mois d'avril font foi. Autre élément d'explication, l'an dernier, pour la génération 2006 et un petit peu pour les 2007, nous avons été dans l'obligation de faire un recrutement test pôle sans test pôle. Et donc, avec le contexte actuel, il vaut mieux voir un certain nombre de filles le 21 et le 28, puisque si jeudi soir ou jeudi prochain, quelqu'un nous dit on ferme la boutique, non seulement on n'aura pas vu certaines filles, puisque là, il y a des filles qui ont été convoquées qu'on n'avait pas forcément, c'était sur des recommandations ou sur avis, ça nous permettra d'avoir un peu plus d'éléments que ce qu'on n'a pas eu l'an dernier, en l'occurrence avec certaines filles, en sachant qu'on a, quand je dis pas d'éléments, on a quand même beaucoup d'éléments, puisqu'on s'appuie beaucoup sur l'ensemble du réseau de détection. Mais entre les informations qu'on récupère et ce qu'on peut voir directement sur le terrain, d'autant plus avec le contexte actuel, voilà, ça permet d'avoir un premier avis. Il y avait une autre question qui va dans ce sens. Bonsoir, concernant les 2007-2008, la détection va être plus difficile car il n'y a pas eu de détection interbassin ni intercomité. Le jugement va être seulement le jour de détection, le 12 et 13 avril. Myriam ?
Oui, nous avons eu effectivement, nous avons des difficultés sur les 2008. Hein. C'est pour ça qu'on a encore une fois organisé cette détection du 21, hein, comme vient de le dire Johan, et comme j'avais dit précédemment. Effectivement, sur les 2007, par contre, nous avions eu des interbassins. Nous avions eu la possibilité sur un interbassin de voir quasiment 100% de la génération. Alors après, malheureusement, hein, et on le regrette bien, il y aura des loupés parce qu'une joueuse était blessée, parce qu'une joueuse était malade, parce qu'une joueuse n'a pas pu venir, parce qu'une joueuse a pris une licence après. C'est la réalité de la vie, c'est malheureux, mais aujourd'hui, on essaie de tout faire pour voir tout le monde, avec, encore une fois, le contexte sanitaire dans lequel on fonctionne aujourd'hui. Et encore une fois, on a de la chance d'être un public dérogatoire, un public qui est autorisé à faire du handball en salle, alors que vous savez bien que c'est absolument interdit enfin, que ce n'était pas le cas pour les autres. Donc, après, on peut pas vous imaginez bien qu'on ne peut pas inviter 60 personnes sur une circonstance. On ne pouvait pas avant, donc on ne pouvait pas faire 10 dimanches de suite parce qu'on n'avait pas le droit avant de convoquer sur les dimanches. Donc on a essayé vraiment avec toutes les armes qu'on a en notre possession de voir des joueuses. Et j'enchaîne sur la deuxième question, sur quels critères ont été convoquées les joueuses. Bah, ça va être la même réponse que sur quels critères on fait rentrer en structure pôle. Aujourd'hui, les facteurs de la performance sont nombreux. Aujourd'hui, on essaye d'identifier des joueuses qui pourraient, je dis bien qui pourraient, devenir des joueuses professionnelles, des joueuses qui pourraient renouveler França, en essayant de se tromper le moins possible. On n'a pas de baguette magique, mais on essaie de prendre en compte des critères en balistique, technique, morphologique, physique, mentaux. Voilà, on essaye vraiment de tenir compte, pardon, de tout ce qui est en notre possession aujourd'hui pour essayer de se projeter. Et vous pouvez imaginer la difficulté de se projeter sur un public aussi jeune que des 2007 et des 2008. Donc voilà, donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'essayer de ne rater personne. Ça ne va pas être simple. Donc c'est pour ça qu'on invite vraiment toutes les joueuses qui sont désireuses de rentrer en structure, de candidater. Malheureusement, ce n'est que sur une journée aussi, parce que les conditions sanitaires nous interdisent de faire des nuitées. On essaiera de faire au mieux sur ce qu'on a la possibilité de faire, en sachant que, comme l'a dit Johan, l'année dernière, on n'avait même pas le droit de faire de tests, donc ça a été des recrutements visio. Donc voilà, c'est difficile pour tout le monde, mais dans la difficulté, il faut qu'on agisse parce que le PPF, il y a des terminales qui sortent et il y a forcément des quatrièmes ou des troisièmes qui doivent rentrer. Donc il va falloir qu'on fasse des choix avec ce qu'on aura. Voilà. En complément, deux compléments. Par rapport au 2007, on a déjà 10 joueuses qui sont rentrées en structure. Donc, les 2007, elles ont participé à certaines actions de détection, même si ça remonte. Donc, on a quand même un volume d'informations plus important. Ça veut dire que par rapport à ces 2007, on a déjà non seulement un stage profil qui avait été organisé en décembre, on a eu quelques actions et en recoupant avec le réseau de détection, donc les différents entraîneurs de clubs, les CTF, toutes les personnes impliquées, ça permet effectivement d'avoir des informations supplémentaires. La journée effectivement du 12 ou du 13 avril en fonction des 2007 ou des 2008, ça va être une journée qui va être formalisée et où on va pouvoir se présenter. Mais il y aura cette journée, bien sûr, qui va faire foi et on aura les informations aussi complémentaires qu'on aura pu recueillir ou qu'on va recueillir d'ici là. Concernant les 2008, il y aura, oui, la journée effectivement du 13 avril, ça sera une des rares journées. On aura eu la journée du 21 où on a vu déjà quelques filles. On a également récupéré des informations et il n'y aura pas que cette journée puisque éventuellement, c'est pas éventuellement, il y aura la possibilité de postuler en troisième à nouveau pour l'année prochaine en partant du principe qu'on espère pouvoir faire des tests sur le format d'origine de pourquoi pas 3 jours, mais au moins 2 jours comme c'était prévu. Et donc, les 2008 auront éventuellement une nouvelle chance de postuler sur donc l'année prochaine sur le pôle espoir. Troisième point, même si j'en avais annoncé que deux,
certaines filles ne rentreront pas en pôle espoir, mais elles rentreront éventuellement en section sportive. Donc, ça veut dire qu'on aura la possibilité de les suivre pendant 1 an. Ce n'est pas l'objet maintenant, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais donc ça veut dire que non seulement on pourra faire rentrer des filles au pôle espoir pour être synthétique, et on va pouvoir faire rentrer des filles en section régionale, et donc on aura un œil aussi sur elles, et notamment les 2008, pour qu'elles puissent repostuler l'année prochaine. Autre question, donc question pratico-pratique. Un test PCR de moins de 72 heures est requis pour le dimanche 28. Sera-t-il également nécessaire le 12 avril? Oui. Ce ne sera pas nécessaire, ce sera obligatoire. Obligatoire. C'est un protocole qui est imposé en dérogation, donc voilà, on suit le protocole. Et puisque la question a été à moitié posée, il faudra également un certificat médical daté de moins de 15 jours. Tout à fait. Et nous ne pourrons malheureusement pas accepter les parents à l'intérieur de l'enceinte. Très rapidement, je vous ai fait une cartographie pour que vous puissiez avoir une petite visu sur le handball en Bourgogne-Franche-Comté. Il faut quand même dire qu'on est une région plutôt dynamique, hein, avec 2 clubs pro, 2 clubs de LFH. Et comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, un pôle espoir sur 2 sites, un site à Besançon et un site à Dijon. Donc le site Accession à Dijon et le site Accession et Excellence à Besançon. Donc aujourd'hui, pour que vous compreniez bien comment ça a évolué. Avant, il y avait l'ex-Bourgogne et l'ex-Franche-Comté. Avant, il y avait un site à Dijon dont Johan était responsable, un site à Besançon dont j'étais responsable. Il y avait 2 listes distinctes. Nous faisions chacun nos recrutements de notre côté, chacun nos listes, etc. Aujourd'hui, ça n'existe plus. L'ancien fonctionnement sport-études, etc., ça n'existe plus. Aujourd'hui, donc comme vous le voyez avant, on rentrait en seconde. Aujourd'hui, on a une seule ligue, on a un seul pôle espoir, on a un responsable, on a un programme excellence qui concerne donc des secondes, premières, terminales à hauteur de 16 joueuses et un programme accession qui concerne des quatrièmes, des troisièmes et des secondes à hauteur de 36 joueuses. Donc, ce sont toujours des chiffres que je donne à maxima. On n'est pas obligé d'aller à 36 et on n'est pas obligé d'aller à 16. Là-dessus, on essaie d'être très transparent, on essaie de travailler en étant très, très logique par rapport au très, très haut niveau. Donc, si c'est 15 sur 16, c'est 15 sur 16, comme cette année, par exemple, c'est 15 sur 16 excellences possibles. Par contre, c'est 36 sur 36 accessions. Et les années précédentes, on était peut-être à 32 sur 36, voire à 28 sur 36. Donc, pas question de faire du remplissage, mais pas question non plus de se priver de rentrer des joueuses qu'on souhaite faire travailler et qui pourraient s'avérer être des maturités tardives, des profils qui pourraient éclore un peu plus tardivement, effectivement. Donc, repréciser que l'entrée se fait donc prioritairement en classe de 3e, en classe de 4e, si ça se justifie, si la commission de détection, la commission décide de faire rentrer des 4e, et comme vous l'a dit Johan, cette année, nous avons fait rentrer 5 2007 sur le site de Besançon et 5 2007 sur le site de Dijon. Donc, nous avons fait rentrer 10 filles listées pôle en 4e cette année. Et j'insiste aussi, le maintien en structure est remis en question tous les ans. Donc, comme je l'ai dit en préambule, à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on rentre en accession qu'on va en excellence, pas parce qu'on va en excellence qu'on est en excellence qu'on va en centre de formation, etc., etc., etc. Il faut à chaque fois valider, il faut à chaque fois montrer qu'on peut rester en structure pôle parce qu'on mérite de rester en structure pôle et parce que effectivement le profil qu'on présente est un profil qui pourrait, je prends vraiment des précautions quand je le dis, qui pourrait aller vers le haut niveau et vers le monde professionnel. Vous avez une cartographie, juste pour votre information, pour vraiment voir comment se découpe la France, et vous identifiez bien ici Besançon, couleur rouge et bleu, donc rouge excellence, bleu accession, Dijon, bleu accession. Donc vous avez le découpage au niveau territorial pour se rendre compte vraiment que la dynamique, elle est un site excellence
quand vous voyez la grande région de Bordeaux, vous imaginez un peu le territoire, un site excellence, et on va au site excellence, on peut aller en site excellence à partir de la classe de seconde. D'accord ? À partir de la classe de seconde, je prends l'exemple sur ce qui se passe dans notre territoire. On est en accession à Dijon en troisième. On peut aller en excellence en seconde à Besançon. Ça, il faut bien l'entendre. D'accord ? Donc, si on n'y va pas en seconde, on peut encore y aller en première terminale, mais c'est une obligation sur l'excellence. Ce n'est que à Besançon. Ce n'est pas à Dijon. Les sites accession. Donc, les sites accession, je marque bien les sites accession. Comme je vous l'ai dit, il y en a un à Besançon et un à Dijon qui accueille des joueuses de la quatrième jusqu'à la seconde. Donc, pour que vous ayez aussi une cartographie de comment ça se passe au niveau des entraînements, sur le site de Besançon, je suis une jeune fille qui est en quatrième, en troisième ou en seconde. Voici mes créneaux identifiés d'entraînement. Voici ma charge de travail. Voici ce qui m'attend. J'ai les cours tous les jours. D'accord ? Et j'ai des entraînements 1 à 2 fois par jour. On identifie ici sur le site de Besançon que le jeudi, par exemple, il y a 2 créneaux, un à 8 h du matin et un à 16 h l'après-midi. Sur les 3 autres jours, il n'y a qu'un seul créneau d'entraînement. Donc, il y a 2 créneaux identifiés où il n'y a que les quatrièmes, troisièmes, donc le mardi et le jeudi. Et il y a 3 créneaux identifiés où on a les secondes également, ce qui permet à un moment donné un niveau d'adversité intéressant pour les quatrièmes, troisièmes, et ce qui permet aussi pour les secondes de ne pas être toujours avec des premières terminales, de ne pas être toujours, elles, confrontées à un niveau d'adversité trop important. Donc, de stabiliser des choses avec les plus jeunes pour pouvoir aussi ancrer les apprentissages. Donc, voilà sur l'emploi du temps du site Accession de Besançon. On peut juste préciser que le vendredi, il y a entraînement club. Hein, ah oui, oui. Vendredi, entraînement club. Et le samedi, dimanche, quand on n'est pas en période Covid, eh ben, il y a les matchs avec son club. Voilà. Bien sûr. Bonne précision, Pierre. Je vous ai mis les RH, mais très rapidement, je ne vais pas vous citer tout le monde, ce n'est pas l'objet. C'est simplement pour vous dire qu'il y a du monde qui travaille autour des jeunes filles et qu'on essaye vraiment d'être sur l'accès au haut niveau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le programme Accession, c'est l'accession, c'est l'accompagnement pour pouvoir aller vers l'excellence, donc qui est le renouvellement des élites. Donc, on a des entraîneurs, des spécialistes gardiens de but, des préparateurs physiques, une organisation médicale contractualisée par la Ligue, des relations privilégiées avec les internats et les collèges. Donc, voilà, on est vraiment sur une organisation, pardon, je vais y arriver, une organisation avec des intervenants multiples, tous coordonnés autour du développement des joueuses. Sur le site de Dijon, même chose, vous avez identifié ici en jaune les créneaux d'entraînement, les cours. Donc, vous imaginez bien, à chaque fois, je suis en accession, quatrième, troisième, seconde, le rythme d'entraînement. Hein, à un moment donné, c'est des journées à 1000 à l'heure, mais on se rend compte du travail qu'il faut fournir quand on rentre en structure pôle. J'ai également identifié là, grâce à l'aide de Johan, tous les intervenants qui sont sur le site accession de Dijon, avec la même chose, hein, la cellule médicale, les entraîneurs techniques, les entraîneurs gardiens de but, les préparateurs physiques, et puis le lien très étroit avec les établissements scolaires. Donc, on est sur ce qu'on appelle ce triple projet. On rentre en structure pôle, on doit absolument avoir à l'esprit qu'on rentre dans une structure où parce qu'on veut devenir joueuse professionnelle et qu'on rêve d'aller en équipe de France, mais qu'on doit au quotidien s'assurer un avenir professionnel, faire des cours, enfin aller en cours, ça c'est une obligation, et que bien évidemment nous sommes tous soucieux des résultats scolaires de chacun et de chacune. Nous assistons au conseil de classe. Nous avons des liens très privilégiés avec les professeurs principaux, donc des classes de 4e, de 3e qui nous font des allers-retours permanents sur les résultats scolaires. On est très, très, très pointilleux sur le travail scolaire également. On est encore une fois sur le triple projet, le sportif, le scolaire, le social, bien-être, vie en groupe, vie à l'internat, etc. Donc voilà, le Pôle Espoir, c'est un ensemble de partenaires qui travaillent pour ces 3 objectifs-là, ces 3 projets-là, ces trois éléments-là. Des questions peut-être sur les sites accession? Il y a 2 questions.
Pourra-t-on avoir la présentation PowerPoint par mail? Ce PowerPoint-là, non. Par contre, je vais vous mettre le lien que je vais vous envoyer tout de suite. Toujours dans la barre de discussion, il y a un document qui s'appelle Guide PPF et vous pouvez le retrouver sur le site internet de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Ce n'est pas tout à fait la présentation PowerPoint ici, mais il est largement plus détaillé et vous pouvez le parcourir. Ça reprend les infos, pas forcément organisées de la même manière, puisque là, le PowerPoint, c'est une synthèse malgré tout. Vous pourrez, donc en cliquant sur le lien que je viens de vous mettre dans la barre de discussion, accéder donc, au guide PPF. Ok, il y a une question, Johan. Oui. Je la vois. Les filles jouent dans leur club, point d'interrogation. Alors, oui, avec la précision que Pierre a bien fait de faire, visiblement. Oui, c'est une obligation d'être licencié dans son club. C'est une obligation. Et le vendredi soir, d'aller s'entraîner avec son club. Les secondes finissent normalement, et on espère avec le nouveau bac, avec les options, vous savez, normalement les secondes finissent à 16h, donc on a la possibilité de prendre le bus, le train, etc. pour rentrer et aller s'entraîner avec leur club, pour pouvoir jouer le samedi ou le dimanche dans son championnat de référence. Donc oui, les joueuses jouent dans leur club, mais elles ne s'entraînent dans leur club que le vendredi soir. Le reste de la semaine, elles s'entraînent dans la structure pôle avec toutes les autres coéquipières. Je pense que c'est bon. Alors, pour le site Excellence, comme je vous l'ai dit, on peut être en Excellence à partir de la classe de seconde. Il n'y a que 16 places. Dans ces 16 places, il n'y a que 12 places pour les premières terminales. La pyramide vraiment se resserre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il n'y a que 12 places pour les premières terminales, donc il peut y avoir jusqu'à 4 minimum de secondes. On peut mettre plus de secondes, mais on ne peut pas mettre plus de premières terminales. Si on veut mettre que 10 premières terminales sur 12, on a le droit, mais on ne peut pas mettre 13 premières terminales. D'accord? Donc, par contre, si je mets que 10 premières terminales sur 12, je peux mettre, au lieu de mettre que 4 secondes, je peux en mettre 6. Donc, voilà, donc on décide, la commission composée de Johan, Pierre et moi, et des responsables de centre de formation et des entraîneurs qui encadrent les filles du Pôle Espoir toute l'année, c'est nous qui effectivement décidons des joueuses qui seront listées sur le programme Excellence, donc seconde, première, terminale. Et voilà, sous vos yeux, la charge d'entraînement hebdomadaire d'une jeune fille en Excellence. À savoir, si vous voyez bien les couleurs, je l'espère, les couleurs en rose, c'est du travail physique. Et j'ai oublié d'identifier la case du mercredi 13h, mais vous voyez que moi, c'est marqué musculation. Donc, il y a du travail physique tous les jours. Il y a du travail physique indispensable, parce que quand on parle de programme Excellence, on parle de jeunes filles qui peuvent faire des stages nationaux, donc aller se confronter avec des joueuses de son année d'âge, mais au niveau des autres pôles, à la Maison du Handball à Créteil. On peut faire des stages équipe de France. On peut faire des stages qu'on appelle des stages RIGE, c'est des stages de regroupement intergénérationnel, c'est-à-dire que tout le monde sait que nous avons les Jeux Olympiques de 2024 et que l'idée, c'est d'essayer d'accompagner au mieux des profils que la fédération estime comme étant des profils qui pourraient renouveler l'équipe de France A et donc de leur permettre de faire des stages pour s'occuper d'elles de manière très individuelle. Donc, pour pouvoir prétendre à faire ça, la charge de travail, elle est indispensable. Et aujourd'hui, l'excellence s'entraîne, encore une fois, de manière très conséquente tous les jours. Donc, on peut avoir cette charge de travail dès la classe de seconde si on est dans le programme Excellence. Au niveau de... Il y a une petite question, je pense qu'on peut y répondre maintenant. Oui, dites-moi, je vous écoute. Le pôle exige-t-il un certain niveau en club? Oui, le pôle exige un certain niveau en club. Donc, comme vous l'a dit Johan, c'est très très bien détaillé sur le guide
que nous avons fait, donc la filière féminine, qui est donc téléchargeable sur le site de la Ligue. Donc aujourd'hui, quand on est en excellence, d'accord, programme excellence, seconde, première, terminale, on ne peut pas jouer en championnat de France moins de 17. On a l'obligation de jouer en championnat senior national. Donc N2 minimum, N1, et puis voir LFH ou D2 si chez soi on a la D2 et puis la LFH, on a cette chance-là d'avoir 2 LFH chez nous. Donc voilà, donc l'excellence, c'est obligatoirement le niveau senior. Donc on peut, dès l'année de seconde, être obligé de jouer en senior national. OK ? Pour l'accession, le niveau de jeu de référence d'une joueuse qui rentre en 3e, c'est le niveau championnat de France moins de 17. D'accord ? C'est le niveau de jeu qui correspond à cette catégorie d'âge. Et en 4e, l'entrée en pôle donne dérogation à jouer en championnat de France moins de 17 également. D'accord ? Donc normalement, on joue en moins de 15. Et ben, on a, grâce au fait de rentrer au pôle et d'être listé pôle en 4e, donne la possibilité d'évoluer en championnat de France U17. Est-ce que c'est assez clair sur les obligations de niveau de jeu? J'espère. C'est important parce que, bien évidemment, les clubs qualifiés en championnat de France moins de 17, ben, c'est au bon vouloir des résultats. Hein, voilà, c'est en fonction des forces et des faiblesses des équipes. Il y a de moins en moins de qualifiés sur le championnat de France moins de 17. Je ne sais pas trop comment on va repartir l'année prochaine sur les équipes qui seront autorisées, le nombre d'équipes qu'on aura en championnat de France moins de 17. En tout cas, voilà, il y a des obligations de niveau de jeu et ça, il est impossible d'y déroger. Il n'y a plus de questions, Myriam. Donc, OK. Je poursuis encore une fois sur la RH, sur l'encadrement, mais je ne vais pas m'attarder. La seule chose que je vais spécifier, c'est le lien fort que nous avons avec les 2 clubs professionnels, la JDA et le SBF. Aujourd'hui, Anthony Favier, qui est responsable du centre de formation de la JDA, et Sébastien Mizoul, responsable du centre de formation de l'SBF, interviennent toutes les semaines sur le public excellence. Donc, c'est vraiment une chance qu'on ait d'être sur une région, on va dire, où les distances entre Besançon et Dijon sont plutôt faisables. Donc, Anthony Favier vient de Dijon pour venir sur le site Excellence à Besançon pour intervenir sur le groupe. Et Besançon, Sébastien Mizoul n'est pas loin du tout de la structure pôle. Donc voilà, donc ça gage aussi d'un certain niveau de qualité, d'un certain niveau d'exigence, et ça permet aussi aux clubs professionnels d'avoir une vue d'ensemble sur toute la filière de la 4e à la terminale. Donc on a Anthony Favier qui, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la RH à Dijon, intervient aussi sur le site Accession à Dijon. Donc voilà, les 2 entraîneurs professionnels qui sont sur les centres de formation des clubs pro ont une visu d'ensemble sur toutes les joueuses de la 4e à la terminale sur notre territoire. Donc c'est quand même intéressant puisque, encore une fois, l'objectif, c'est quand la pyramide se resserre, que les terminales qui restent jusqu'au bout de la pyramide intègrent un centre de formation. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on puisse en avoir de plus en plus et c'est le cas chaque année. Hein, mais, je vous ai fait tout à l'heure, je vous montrerai le suivi de cohorte. Mais effectivement, j'insiste dessus parce qu'il n'y a que 3 régions, si je ne dis pas de bêtises, en France où il y a 2 clubs professionnels, 2 clubs de LFH. Donc, on en fait partie. Donc, c'est quand même bien de pouvoir avoir une collaboration directe avec le monde professionnel. Je poursuis par rapport au contenu, mais j'insiste parce que ça revient aussi sur les questions de pourquoi on choisit telle ou telle fille, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous les créneaux d'entraînement que vous avez vus et tout l'encadrement que vous avez vu, c'est pour essayer de développer tous les facteurs de la performance
de chaque joueuse qui est au pôle en prenant en compte vraiment l'individu. Donc, on fait un sport co, et ça, on n'enlèvera jamais cette caractéristique-là, et nous, on y tient particulièrement, mais on doit également développer l'individu à travers tous ces facteurs, et on insiste et on essaie vraiment de les accompagner sur ces champs-là, avec tous les entraînements qui sont proposés et l'accompagnement qui peut être mis en place au niveau individuel. Les résultats sportifs, je vous laisse lire, hein, mais c'est vrai qu'on est quand même, comme je l'ai dit en préambule, en vous montrant la cartographie, on est quand même une région avec une culture handball, c'est une réalité. On a aujourd'hui la chance d'avoir une dynamique dans les comités qui sont installés. On a la chance d'avoir des conseillers techniques fédéraux qui sont convaincus du bien fondé du travail de détection et du lien permanent qui peut exister entre la Ligue et les comités. Donc aujourd'hui, on a la chance que le travail de terrain il soit mené. On peut faire mieux, là, j'en suis convaincue, on peut toujours faire mieux, chacun à notre niveau. Mais voilà, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut se prendre une petite part de ces résultats, à commencer par les clubs de proximité, à commencer par les sélections comités, les comités, le travail qui est fait ici au pôle, puis ensuite les clubs pro. Donc on a 4 championnes du monde qui sont passées par la structure du Pôle Espoir, Bourgogne-Franche-Comté. On a des joueuses qui sont encore aujourd'hui en équipe de Il y a des médaillés olympiques, il y a des médaillés d'or. Voilà, on peut quand même à un moment donné se dire que le travail a payé. On espère que ça continue, hein. Après, les générations se suivent mais ne se ressemblent pas. On espère que ça continue. Donc, on espère qu'on aura de plus en plus de jeunes filles motivées, quel que soit son territoire, aussi éloigné que rapproché des grandes agglomérations, qu'à un moment donné, ces résultats aussi donnent envie à des jeunes filles d'intégrer la structure et qu'elles aient envie de croire que c'est possible. Il n'y a pas de place pour tout le monde, mais à un moment donné, pour y arriver, il faut déjà commencer par y croire. Le Pôle Espoir qui a eu beaucoup de titres de championne de France. Alors, je ne sais pas si Joëlle Demouge est encore connectée. Si elle est là, elle pourra nous dire quelques mots sur ce qu'elle a pu vivre pendant des années en tant que responsable du Pôle Espoir Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a au moins plus de 40 joueuses issues du Pôle BFC qui évoluent en ligue professionnelle de handball, en ligue but à gaz et en D2. Donc il faudrait réactualiser ces chiffres, hein, mais voilà, donc la réussite est réelle. Et je vous montre là donc, ce que vous appelez le suivi de cohorte. C'est un document de la fédération pour vous montrer aussi comment nous sommes évalués. La fédération évalue chaque structure pôle. Et à la fin, la fédération est capable de dire à tel endroit, il y a eu tant de joueuses professionnelles, à tel endroit, il y a eu tant de joueuses qui ont intégré un centre de formation de club professionnel, à tel endroit, il y a eu tant de joueuses qui ont intégré l'équipe de France A. Donc voilà, notre travail est évalué constamment. C'est pour ça aussi que même si par moment je peux comprendre les frustrations de certaines filles avant toute chose, et les frustrations aussi ou les incompréhensions de certains parents, aujourd'hui, effectivement, les pôles espoirs, c'est essayer de recruter des joueuses de handball qui sont des profils pour aller vers le très haut niveau, non pas uniquement de bonnes joueuses de handball. Voilà, la bonne joueuse de handball, s'il y en a de plus en plus, et tant mieux, et c'est très bien pour le handball féminin. Mais effectivement, quand on parle du Pôle Espoir et quand on parle des objectifs du Pôle Espoir au regard de ce qui nous est demandé par le ministère, au regard de ce qui nous est demandé par la fédération, effectivement, on est vraiment sur l'accès et la volonté du très haut niveau. Donc voilà, donc vous avez les données chiffrées et on est dans le trio de tête avec le pôle de Châtenay et le pôle d'Orléans. Et je vous ai mis un deuxième suivi de cohorte pour vous voir un petit peu ce qu'il en est depuis la mise en place du PPF, donc c'était en 2017, où on est, deuxième position après l'Île-de-France, qui est un territoire particulier, l'Île-de-France, hein. Mais voilà, sur les deux anciens territoires, ancienne Franche-Comté, ancienne Bourgogne, on est quand même sur des chiffres qui sont intéressants quand on parle de contrats professionnels à temps plein,
ou de joueuses qui ont intégré un centre de formation et qui sont issues des pôles. J'y arrive. Voilà. Pour compléter ce que je dis en termes de représentativité régionale par rapport à l'ESB et par rapport au CDB, j'espère que toutes les jeunes filles que j'ai pu voir derrière l'écran avec leurs parents sont des ferventes supportrices de l'ESB et de la JDA. Ouh là là, pardon, ce n'est plus le CDB, c'est bien la JDA. Ce sont des ferventes supportrices. Et quand vous allez les regarder la prochaine fois, vous pourrez identifier que des Chloé Valentini, des Alizé Frécon, Pauline Robert ou Louise Cusset sont issus du Pôle Espoir. Clarisse Méraud et Léa Cuno également, elles sont en centre de formation. Et à la JDA, Johanna Latou, Mégane Ribeiro, Marie Lachat et Manon Gravel sont également issus du Pôle Espoir, et Anouk Clément, donc sont des joueuses professionnelles, et Anouk Clément qui est donc au centre de formation. Donc on a aussi la chance d'avoir une visibilité régionale et d'avoir des filles qui sont issues du territoire et qui alimentent nos deux équipes professionnelles. Bien évidemment, il y a des filles qui s'en vont, hein. Il y a d'autres clubs aussi au niveau national, et heureusement, Bourg-de-Péage, Fleury, Chambray, etc. Et on a même Laura Gloser, qui est effectivement issue du territoire et qui est donc dans le prestigieux club de Győr. Donc voilà, c'est à souligner. Le positionnement fort des institutionnels, sans qui on ne ferait, je ne dis pas grand-chose, mais effectivement, la structure est portée par la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, donc un engagement fort de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, de la part des élus, il faut le souligner, hein, qui permettent à la Ligue, qui permettent au pôle de fonctionner, qui permettent à un moment donné, par la mise en place des missions de ces salariés, de pouvoir avoir des entraînements de qualité. Donc voilà, une structure portée par une ligue, c'est financièrement quand même pas négligeable. Puis des partenaires institutionnels qui sont aujourd'hui, en fonction de leurs prérogatives, très importants dans notre fonctionnement. Très, très importants, voire fondamentaux dans notre fonctionnement. La remise en question, comme je le disais tout à l'heure, hein, à un moment donné, l'idée, hein, c'est qu'on ne soit jamais figé dans nos fonctionnements. Le mariage de l'ex-Bourgogne et de l'ex-Franche-Comté a dû se faire, hein, avec les difficultés que ça a pu supposer, mais l'idée, voilà, c'est d'essayer de toujours remettre en question nos fonctionnements pour que l'on puisse accompagner les jeunes filles au mieux, qu'une jeune fille qui a envie de faire du handball son métier sache vers qui se tourner, comment s'y prendre, qu'elle puisse se projeter, qu'elle puisse être accompagnée. Et derrière, voilà, si ça match, tant mieux. S'il y a consécration au bout, tant mieux. Mais à un moment donné, il faut que la filière soit visible, que la filière puisse être identifiée et identifiable et puisse être explicable à tout le monde. Donc voilà, donc on souhaite vraiment que ces sites accession et ce site excellence puissent représenter quelque chose de palpable pour une jeune fille de 12 ans, de 13 ans qui a envie d'en faire son métier. Je termine par les dernières photos des derniers titres qu'on a eus, hein, donc à partir de 2017, parce que c'est la mise en place du PPF et donc la mise en place de la nouvelle compétition Interpôle, 14 grandes régions, 14 équipes, des finalités, le premier titre en 2017-2018, malheureusement une défaite en finale en 2018-2019, un titre de vice-championne de France et un nouveau titre en 2019-2020. Donc c'est vrai que sur les 3 dernières compétitions, il y a 3 podiums, dont 2 titres de championne, avec un groupe de joueuses issues de tout le territoire qui, effectivement, à un moment donné, ont cru à ce qu'elles étaient en capacité de faire, ont frappé à la porte des tests, se sont inscrites aux tests, sont venues passer les tests, et puis voilà, est arrivé ce qui est arrivé pour les meilleures d'entre elles. J'oublie bien sûr surtout pas l'équipe de Ligue qui finit vice-championne l'année dernière également. Donc, oulala, surtout ne pas oublier l'équipe de Ligue. Donc les joueuses de l'accession qui ont fait une très très belle perf, une équipe encadrée par Johan et Pierre.
J'en ai terminé. Je vais simplement vous rappeler en termes de renseignements de ne pas hésiter d'aller fouiller le site de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté sur la page du Pôle Espoir, de l'onglet Pôle Espoir féminin. Vous avez le guide, vous avez comment s'inscrire au test, vous avez les renseignements sur la filière. Également, ne pas hésiter à aller sur le Facebook pour ceux et celles qui ont des comptes Facebook, où on essaie de tenir à jour les différentes informations, de contacter la Ligue par téléphone si nécessaire et de ne pas hésiter de contacter les différents membres du staff du Pôle Espoir, et moi en l'occurrence, Johan ou Pierre, si vous avez des questions, si jamais voilà, y a des choses qui n'ont pas été forcément claires. L'idée maintenant, c'est qu'on puisse échanger, mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions et à vous renseigner pour que tout soit identifié. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je vais reprendre la main, tout simplement pour vous partager ça. Donc, le site de la Ligue, ok. Donc, liguebfc-handball.fr. Quand vous allez dans la partie excellence sportive féminine, ici, quoi, féminin et pôle espoir, vous retrouvez ici une plaquette d'information. Okay. Vous retrouvez la possibilité de vous inscrire puisque certaines personnes ici ont participé au webinaire, mais peut-être que votre fille n'est pas encore inscrite. Donc, si c'est le cas, et qu'elle souhaite s'inscrire, il y a possibilité de s'inscrire donc en cliquant ici sur les 2007 et ici sur les 2008. Et vous retrouvez le guide donc, du parcours de performance fédérale. En cliquant dessus, ça va vous mener donc ici. Donc, j'étais directement, si vous déroulez, quand Myriam dit vous pouvez nous contacter, ok. Il y a bien sûr ici nos mails respectifs avec nos coordonnées. Donc, s'il y a besoin effectivement de nous joindre, en allant sur le guide, vous pouvez retrouver nos coordonnées. Voilà. On a une question. Alors, sur le dossier d'inscription, de dossier médical, mais pas de certificat médical. Celui-ci est-il nécessaire? Alors, le dossier médical est indépendant du certificat médical. Le dossier médical qui vous est demandé durant l'inscription au test, c'est pour connaître les antécédents médicaux, les problématiques de blessures, d'entorse, de problèmes musculaires, problèmes de dos, voilà, d'essayer de renseigner un maximum de choses sur le passé médical de la jeune fille. Par contre, sur la convocation qui normalement sera envoyée très très rapidement, là, il sera bien précisé qu'il faut un certificat de non-contre-indication à la pratique faite par un médecin pour autoriser à participer au test. Étant donné le contexte sanitaire par rapport au Covid et au fait que les jeunes filles ne pratiquent pas depuis un certain temps ou pratiquent en extérieur grâce peut-être aux actions des comités, etc., puisqu'il y a beaucoup de comités qui ont repris des actions, il y a beaucoup de clubs aussi qui ont repris des actions, et tant mieux. Donc, l'idée, c'est d'avoir une autorisation de la part du médecin de pouvoir faire cette journée de test. Donc, le certificat médical est obligatoire, encore une fois, et le test PCR, obligatoire également, à présenter à l'arrivée des tests. Alors, normalement, Clémence Berceau, qui va être votre principale interlocutrice concernant l'inscription au test, vous devriez pouvoir envoyer beaucoup de choses par mail. Mais si jamais ça coince, il faut absolument être en capacité de montrer un certificat négatif, des résultats négatifs concernant les tests PCR si jamais il y a des soucis quelconques. Voilà. Alors, autre question. À quelle date seront connus les résultats des tests? Alors, malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas dans la capacité de vous donner une date. On va tout faire parce que vous imaginez bien que
entre les 2007, 2008, plus les filles déjà en structure. L'idée, c'est que tout le monde puisse être fixé courant mai. Donc, la seule chose qu'on pourra vous demander avec tous les efforts que nous on fera, c'est d'être patient, de ne pas écouter les on-dit et les bruits de couloir, parce qu'à chaque période de test, c'est l'ouverture à toutes les bêtises, si je peux me permettre de parler ainsi. Hein. Donc, ne pas écouter ce qui peut se dire. Les seules réponses aux tests que vous aurez viendront de la Ligue par courrier en disant « votre fille est retenue » ou « votre fille n'est pas retenue ». Tout le reste, il ne faudra pas le prendre en considération. Donc, l'idée, c'est que courant mai, vous soyez fixés, parce que nous avons des impératifs pour rendre nos listes également. Donc voilà, nous ferons le maximum pour ces délais-là. Voilà. Il y a une autre question, Johan, je vois. Autre question. Ouais. Confirmez-vous que les filles qui ont participé à la journée du 21 mars et ont déjà fourni un certificat médical à cette occasion en sont dispensées pour le 13 avril? Je ne vais pas parler à la place d'un médecin, mais je poserai la question au médecin du pôle. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Et comme ça, on pourra préciser dans le courrier. Pour moi, à partir du moment où il a été autorisé de pratiquer et que la jeune fille a pu venir le 21, ça veut dire qu'un médecin a dit qu'elle était apte. Maintenant, je préfère que le médecin du pôle valide comment dirais-je, cet état de fait, cette possibilité, cet état de fait, pour que dans la convocation, il soit noté que celles qui ont participé aux journées du 21 et du 28 soient dispensées de certificat médical. Elles ne seront, par contre, encore une fois, absolument pas dispensées de test PCR. Sachez néanmoins que la négociation qui a été faite entre la fédération et le ministère, donc pour être en dérogation, c'est à partir du moment qu'il y a une action ou une manifestation, c'est un certificat médical de moins de 15 jours et un test PCR de moins de 72 heures. Ça, c'est ce qui a été négocié, je répète bien, entre la fédération et le ministère pour pouvoir participer ou organiser une action. Donc, ça veut dire qu'à ce jour, au-delà des éventualités, puisque un certificat médical aurait été produit dans le mois, on va dire, qui précède, à ce jour, malgré tout, réglementairement parlant, c'est bien un certificat médical de moins de 15 jours. Donc, vous serez bien informé, comme vient de le dire Myriam, si effectivement on a possibilité d'avoir une adaptation, mais ce n'était pas en tout cas le règlement et la négociation qui a été faite dernièrement. Voilà. Par contre, là, quelqu'un évoque les certificats faits pour la licence. On ne peut absolument pas tenir compte de ce certificat. Le certificat fait pour la licence, si les licences ont été faites en début d'année, ce que je suppose pour tout le monde ou presque, ça date de beaucoup trop longtemps pour qu'il puisse être pris en considération. Au cas où il y ait une joueuse qui souhaite postuler sur les tests du pôle, mais que sa licence n'a pas été enregistrée en début d'année puisque le championnat n'a pas repris ou que le club n'a pas souhaité ou peu importe, on précise bien qu'il faut être licencié en termes d'assurance. Donc, pour pouvoir participer, et forcément, on se présente à un concours de la Fédération française de handball. Donc, forcément, il faut être licencié de la Fédération française de handball. Et encore une fois, hein, c'est une évidence, c'est surtout lié à l'assurance. Il y a… Oui, il y a des questions encore. D'autres questions. Donc, est-ce que les filles déjà intégrées au Pôle Espoir peuvent s'entraîner en ce moment? Comment faites-vous? On a de la chance, beaucoup de chance. On est un public dérogatoire. Donc, nous sommes autorisés à nous entraîner sous couvert, bien évidemment, de deux personnes, à savoir le médecin du pôle et la personne référente de la Ligue, personne référente Covid. Donc aujourd'hui, on gère les groupes du pôle espoir de la 4e à la terminale
avec toutes les difficultés que ça suppose, hein, parce qu'elles sont toutes scolarisées donc en collège ou en lycée, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'on a une alerte de cas Covid, eh ben, il y a des mises en quarantaine obligatoires. Quand on est cas contact, eh ben, on est mis en quarantaine obligatoire également, avec demande de test PCR. Donc, on est sur des organisations. Là, je pourrais laisser la parole à Pierre Vaucher, qui l'a vécu tout le début d'année, plus que moi. Donc, je vais le laisser vous expliquer un peu comment il a vécu la chose. Mais effectivement, c'est un sacré casse-tête. Mais on ne va pas se plaindre parce qu'on a de la chance, nous, de pouvoir s'entraîner. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que être listé pôle, ça nous apporte des droits et des devoirs, et que le droit que ça offre, c'est vraiment de pouvoir pratiquer parce qu'on est un public dérogatoire, contrairement à toutes les autres jeunes filles et jeunes hommes qui voudraient faire du handball. Donc, comme les professionnels, nous sommes un public dérogatoire en étant listé pôle, et je précise bien sur le fait que uniquement les filles listées pôle peuvent s'entraîner. Donc, elles ne se sont jamais arrêtées depuis le début de la pandémie, disons. Donc, voilà ce que peut apporter le statut pôle. Et on s'entraîne, disons, normalement avec forcément des prises de température avant chaque séance, des protocoles bien particuliers à mettre en place chaque semaine. Et comme partout, hein, quand il y a un cas de Covid, on s'adapte. Voilà. Mais globalement, ça se passe très bien. On a été assez peu impacté euh, par par la pandémie, disons cette année. Voilà. Il y a une deuxième question, Myriam, de Edouard qui demande Oui. est-ce qu'un lien existe entre le pôle accession et la section sportive régionale? Un lien, c'est-à-dire quel type de lien, Édouard? Après, c'est écrit comme ça, mais alors déjà, Ouais. préciser peut-être qu'il y a 2 sections sportives régionales au niveau du collège. Donc, il y a une section sportive régionale à Pardet, au collège Pardet, donc à Dijon, et au collège Stendhal à Besançon. Alors, les sections régionales ne font pas partie intégrante du PPF comme l'a défini la fédération. Donc, je ne sais pas si le lien, c'est ce que tu veux dire, mais le PPF, c'est le pôle espoir. Maintenant, à Pardet, à Dijon et à Stendhal à Besançon, il y a effectivement un investissement de la Ligue. Donc ça, c'est le premier lien, hein, si je peux répondre à ta question de cette manière-là. Donc, sur site de Besançon, par exemple, nous accueillons à hauteur d'une séance les joueuses de la section sportive régionale. Et sur le site Ouais, de tu peux Dijon, compliquer. il n'y a pas d'entraînement commun. La section, quand elle est autorisée à s'entraîne dans le cadre du collège. Et le pôle espoir et les joueuses du pôle espoir s'entraînent uniquement avec les joueuses du pôle espoir. Voilà. Il n'y a pas de temps commun. Il n'y a pas d'autres questions, j'ai l'impression. Alors, je vois une question. Où ont lieu les entraînements? Alors, je laisserai Johan compléter sur le site de Dijon, puisqu'il y a 2 lieux. Enfin, je laisserai expliquer Johan. Et sur le site de Besançon, dans les locaux de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, donc sur le quartier secteur Thémis. Donc, les locaux appartiennent à la Ligue. Il y a 2 gymnases et les entraînements des joueuses du site Accession et Excellence de Besançon ont lieu dans ces locaux-là. Il y a une deuxième question. Comment se passent les transports? Donc, je vais te laisser aussi la parole et puis je compléterai avec Dijon après sur ces 2 points. Ok. Alors, pour les transports, tout se fait en bus de ville. Les abonnements de bus sont donc pris en charge pour 50% ou 100% en fonction de son statut. Mais bon, c'est une prise en charge qui est qui est réétudiée tous les ans par le conseil d'administration. Et donc, les joueuses se rendent sur le lieu d'entraînement au sortir du lycée ou du collège en bus de ville.
et ensuite réintègrent, donc pour celles qui sont au lycée, l'internat, parce que le lycée est sur le même lieu que la scolarité, alors que par rapport au collège Stendhal, pour celles qui sont en accession en 4e et en 3e, les internats sont au centre-ville. Le collège Stendhal n'a un internat uniquement que de garçons. Donc pour les filles, elles sont tous les jours en cours au collège Stendhal, elles viennent s'entraîner en bus de ville sur le site de Thémis, donc les locaux de la Ligue, à peine même pas 10 minutes de bus, et elles repartent sur 15 minutes de bus au centre-ville pour aller sur les internats. En ce qui concerne Dijon, c'est le même principe. Soit c'est du transport bus, soit c'est du transport en tram. Les établissements support, les joueuses partent donc pour Pardet précisément, de Pardet pour venir s'entraîner au Crêpes de Dijon par l'intermédiaire du tram, et elle retourne à Pardet après les entraînements, puisque dans ce collège il y a un internat. Et par exemple, les lycéennes qui sont scolarisées à Jean-Marc Boivin, au lycée Jean-Marc Boivin à Chevigny, elles prennent le tram et le bus également. Et si elles sont internes à Jean-Marc Boivin, elles peuvent également être hébergées là-bas, puisqu'il y a également un internat. Je précise, j'aurais dû le faire avant, hein, si tu avais fini, Johan. Oui, oui. Pour des questions de sécurité, il n'est pas question qu'une collégienne voyage toute seule. Donc, on leur demande d'être toujours à 2 minimum pour se rendre du collège sur le lieu d'entraînement ou du lieu d'entraînement aux internats. Ça, c'est une règle qui est non négociable et que les filles ne transgressent pas. Là, on parle vraiment d'aspect sécuritaire. Myriam, 2 questions. Ouais. La première qui va en rapport, donc on va la donner en première. L'accès à l'internat se fait-il le dimanche soir ou le lundi matin? Alors, malheureusement, pour les internats, pour les collégiennes, l'accès ne peut se faire que le lundi matin. Malheureusement. Sachant que les cours commencent à 9 h le lundi matin. Les cours commencent à 9 h, heureusement. Pour le site de Besançon. L'internat n'est ouvert le dimanche soir que pour les lycéennes. Le lycée Julag, après, ça a un coût supplémentaire. Hein, donc, il y a eu un coût supplémentaire qui a été demandé aux familles pour pouvoir ouvrir l'internat aux lycéennes le dimanche soir. Malheureusement, pour les collégiennes, ce n'est pas encore possible. On essaye, mais voilà, aujourd'hui, c'est une histoire de coût et d'organisation pour permettre aux jeunes filles du collège, de pouvoir venir à l'internat le dimanche soir, mais c'est pour le moment pas possible. Site de Dijon, Johan? Et c'est exactement pareil à Dijon. Le collège le lundi matin et le lycée le dimanche soir. Ensuite, et du coup, une deuxième question. Pour les 2006, convoquez-vous automatiquement toutes les filles qu'on vous recommande? Oui, qui est le on? Les collègues? Je suppose. Et Oui. si oui, passe-t-elle quand même un test vers vous? Un test quoi? Si oui, passe-t-elle quand même un test vers vous? Est-ce qu'on les accueille pour les tester? Ah oui, pardon, parce que j'étais sur test PCR, après j'étais sur... Oui, pardon. Le test PCR obligatoire, pendant que j'y pense, mais oui, si les collègues nous recommandent des 2006, et on les a déjà questionnés, donc si les collègues nous recommandent des 2006, oui, nous les convoquons. Et certificat médical de moins de 15 jours quand même aussi. La règle ne change pas. Voilà. Oui. Nous les accueillerons sur des mercredis après-midi, soit sur le site Accession à Dijon, soit sur le site Accession à Besançon, en fonction de plein de choses, de nos disponibilités à nous, parce que l'idée, c'est de les voir. Si on les convoque et qu'on ne les voit pas, c'est un peu compliqué, ou qu'il y en a un de nous trois. Après, on verra en fonction des lieux d'habitation également, de la logique de faire se déplacer une jeune fille soit à Dijon, soit à Besançon. Donc, on va étudier tous les paramètres. Dans l'organisation, le manque de temps, etc., l'urgence qui est la nôtre. Mais encore une fois, l'idée, c'est que si effectivement il y a des 2006 qu'on nous indique, oui, on les convoque. Du coup, 2 autres questions.
Quel est le coût annuel école plus internat plus pôle? Ça, c'est la première question. Internat, lycée, à peu près 1600 ou 1700 euros. Je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est cette fourchette-là. Je parle du lycée Julag. Je n'ai pas les chiffres exacts pour les collégiennes, mais c'est à peu près la même enveloppe. Donc ça, c'est l'internat. Et le pôle, Myriam? Le pôle, 400 euros de participation pour pouvoir être au pôle. 400 euros par joueuse. Et du coup, la deuxième question, est-ce que l'internat est une obligation? Absolument pas. L'internat n'est pas une obligation. L'internat est un confort d'organisation. Effectivement, en fonction du lieu d'habitation et de la charge de travail que vous avez pu identifier tout à l'heure sur l'emploi du temps, sur les emplois du temps, voilà. Et après, c'est sûr que ça suppose d'être prête à partir, d'être assez mature pour partir, d'avoir une organisation scolaire qu'il faut commencer à bien maîtriser, parce qu'il faut être capable de rentrer à l'internat et de travailler comme une grande. Donc, beaucoup y arrivent. À la marge, on en a tous les ans une ou deux pour qui c'est difficile au début, hein, c'est la vérité. À un moment donné, il faut se faire au rythme d'entraînement, il faut se faire à l'adaptation de l'internat, d'un nouveau paysage, d'un nouveau collège, d'un nouvel environnement personnel et social. Donc forcément, c'est pas toujours simple pour tout le monde, mais après, ça se met en route, on va dire, plutôt bien. Donc, par contre, effectivement, voilà, il faut vraiment comprendre que c'est beaucoup de travail et beaucoup de concessions. À un moment donné, ben, on ne fait plus comme avant et on ne fait pas comme les autres qui ne sont pas en pôle, quoi. Donc, l'internat suppose de travailler quand peut-être d'autres ne le font pas, parce qu'elles l'ont fait quand nous, on était à l'entraînement. Voilà, mais c'est bien évidemment possible. Par rapport à Dijon, hein, c'est le même fonctionnement, hein, donc par rapport au coût, tout ça, puisque comment les tarifs, c'est des tarifs qui sont fixés par quoi, c'est pareil, oui et non, parce que c'est les conseils régionaux pour les lycées et les conseils généraux pour les collèges, mais c'est des internats publics. Donc, ça reste sur une même base tarifaire avec peut-être quelques différences, mais voilà. Donc, ça navigue entre 1600 et 1800 euros de façon générale. Du coup, il y a une autre question. Est-ce que les joueuses auront des heures d'études? Oui, c'est une obligation et c'est bien coordonné, bien coordonné donc sur les internats des collégiennes et des lycéennes. Mais là, on va parler beaucoup des collégiennes. Donc, il y a deux internats. Il y a un internat où il y a 8 places sur un collège qui est le collège Victor Hugo au centre-ville, et que ce lycée qui est un internat ce collège pardon, qui est un internat touche le lycée Pasteur. Donc, on a 12 places, 8 au collège, 4 au lycée. Et c'est là qu'on a nos internes collégiennes. Et donc, dans ces deux établissements, il y a effectivement des études obligatoires, soit en salle d'études, soit en chambre, en fonction de l'internat dans lequel on est. Alors après, quand on est dans un internat de lycée, quand on est une collégienne, faut vraiment se mettre au travail de manière autonome et pas suivre le rythme des lycéennes qui n'ont pas le même rythme que nous, collégiennes, quoi. Donc voilà, mais oui, il y a des heures d'études obligatoires où il faut vraiment travailler, quoi. Et si je peux juste ajouter, elles ont 1 heure et demie d'études obligatoires tous les soirs, plus le mercredi, 1 heure et demie également d'études après le repas et avant de s'entraîner. Études surveillées obligatoires pour le site de Besançon, pour les collégiens. Johan à Dijon. Oui, c'est le même principe, hein, parce que les emplois du temps sont aménagés en conséquence pour les entraînements, et donc il y a des aménagements également pour pouvoir avoir des temps d'études. Allez-y, n'hésitez pas.
N'hésitez pas, il est 20h40, donc je pense qu'on ne va pas tarder à terminer. Mais avant de se quitter, n'hésitez pas, s'il y a encore des questions, ne partez pas frustrés. A priori, non. Je sais pas, tu vois quelque chose, Johan? Non, hein? Non, non, il n'y a plus de questions. Donc, c'est. Ah, si. Donc, avez-vous un ordre d'idée du nombre de filles de 2008 inscrites pour les tests d'entrée du 13 avril? Oui. Il faut qu'on ouvre le fichier. Tu peux le faire, Pierre, ou pas? On est à environ 40 aujourd'hui. Il me semble qu'on est à 40 et à 38, 2007 et 40 2008. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Donc, ce qui fait un total de 78 joueuses sur 2 années d'âge. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 52 places pour la 4e, la 3e, la 2e, la 1re et la terminale sur 5 années d'âge. Il n'y a plus de. Ah, si. À nouveau une question. Pour les sections sportives, quelles sont-elles donc, quelles possibilités de sections il y a sur la Saône-et-Loire? Ah oui, c'est ça la question. Oui, oui. De sections sportives. Oui. Comment tu disais hier? Non. Ozo. Comment ça s'appelait? Comment tu as dit? ECTM. ECTM. Le Creusot. Voilà, ECTM. Oui, c'est voilà. l'entente du club. Mais voilà. au Creusot, c'est une section lycée. Et donc, il y a la section à Autun, au niveau du collège. Collège, ouais. Il y a, mais ça c'est sous réserve puisqu'elle est en cours d'ouverture et ils ont commencé à lancer les inscriptions à Châlons. A priori, il y aurait une section collège mixte qui s'ouvrirait, donc à Chalon-sur-Saône. Okay. Et donc actuellement, la section donc pour les filles, c'est à Autun. Alors, il y a une autre question. Est-ce à peu près le même fonctionnement pour les pôles et sections sportives ou c'est complètement différent? Alors, vous l'aurez compris, c'est déjà différent en termes d'objectifs. Donc, les objectifs recherchés ne sont pas les mêmes. Donc, bien évidemment, l'intensité et le nombre d'entraînements est complètement différent également. Les exigences, donc non pas qu'on n'est pas exigeant avec le public section, hein, pas du tout, hein, mais au regard du très haut niveau, en termes de travail physique, etc. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait du travail physique tous les jours, ce n'est pas le cas sur la section. Donc, on a un fonctionnement qui pourrait se calquer, une section sportive, un fonctionnement qui peut se calquer à celui du pôle, à savoir des entraînements hebdomadaires, du travail scolaire et cette volonté de bien se comporter dans le triple projet, hein, le scolaire, le handball, etc. Mais les objectifs sont clairement différents. Donc, en termes d'organisation, oui, il y a un responsable de section sportive qui est souvent le professeur de PS. Oui, il y a des entraînements quotidiens. Oui, il y a une sélection pour pouvoir entrer en section sportive. Oui, il y a un suivi sur l'aspect scolaire. Oui, il y a quelques tests médicaux qui sont demandés pour vérifier la capacité à s'entraîner tous les jours. Oui, il y a une compétition, section sportive, etc., etc. Mais, encore une fois, ce sont deux choses complètement différentes. Le pôle et la section sportive. Le pôle, on est pour aller vers le très haut niveau, le monde professionnel et les équipes de France. La section sportive, on est sur envie de s'entraîner tous les jours, se perfectionner, mais on reste sur
le handball loisir, si je peux me permettre de dire ça. Oui, le handball loisir, ce n'est absolument pas péjoratif, absolument pas. On fait de la compétition, hein, mais on n'est pas à la recherche d'un statut de professionnel de handball quand on est en section sportive. En tout cas, voilà ce que je peux en dire. Une autre question, les 2008 qui ne seraient pas retenus cette année pour le pôle seront-elles éventuellement retenus pour la section sportive? Les entraîneurs de section, les responsables de section, pardon, les responsables de section seront présents sur les tests. De section régionale. Hein. De section régionale, hein, oui. On parle bien des sections régionales. Hein, donc les sections régionales qui sont Stendhal à Besançon et Pardet à Dijon. Donc les deux responsables, les deux entraîneurs responsables, les profs de PS qui sont sur ces sections sportives-là seront présents durant les tests. Donc ils pourront faire un premier visionnement, on va dire, de la génération. Et ensuite, une commission se réunira pour savoir qui intégrera les sections. En complément, pour les personnes qui ont déjà procédé à l'inscription, vous avez un choix entre le pôle et la section dans le dossier. Hein, et effectivement, l'idée, c'est de voir toutes les joueuses. Et une fois qu'elles vont se présenter à la journée, à nous, après, de déterminer qui serait susceptible d'intégrer le pôle espoir et qui serait susceptible d'intégrer la section. Et forcément, qui serait susceptible de ne rien intégrer du tout, puisqu'il n'y aura pas forcément la place pour tout le monde. Donc, d'où l'importance de s'inscrire et bien sûr de se présenter à cette journée, puisque si effectivement pour certains parents ou certaines joueuses vous posez encore la question, la meilleure façon de savoir, c'est de venir se présenter au test. Et ça serait dommage qu'il y ait une fille qui ne se présente pas en se disant j'ai pas le niveau ou je ne sais pas si je vais y arriver. On invite vraiment les joueuses à se présenter, hein, et puis à tenter, puisqu'il y a effectivement une entrée pôle possible, une entrée section possible régionale. Et en déclinaison, après, il y a également des sections départementales ou locales, puisque, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on fonctionne en réseau. Donc, ça ouvre quand même d'autres portes ou d'autres possibilités. La discussion s'affole. Alors, est-ce qu'une fille qui est en section sportive en 4e à Stendhal peut ensuite évoluer au pôle en 3e ou en seconde, par exemple? Si une fille qui est en 4e en section à Stendhal postule pour venir faire les tests, donc candidate pour venir faire les tests, elle sera évaluée par la commission de détection et rentrera ou non au pôle si la commission de détection la retient. Elle rentrera si la commission de détection si la commission ne la retient pas, elle ne rentrera pas. L'idée, c'est que si elle veut rentrer au pôle, elle doit postuler. Donc, et elle peut effectivement rentrer en classe de 3e, mais comme je l'ai dit, en classe de seconde, c'est exceptionnel, c'est à la marge. Cette année, on a sollicité les collègues et on leur demande de nous indiquer des 2006, parce que comme on vous l'a dit, par rapport à la pandémie, l'année dernière, les 2006 n'ont pas fait de tests. Nous n'avions pas le droit de faire de tests de terrain, donc nous avons procédé à des visios. Donc là, nous souhaitons ne pas rater de 2006 puisque nous ne les avons pas vus. Donc, si on nous en indique, on va les voir, on va les récupérer un mercredi après-midi pour les évaluer, mais ça reste à la marge. Ça reste vraiment à la marge. Combien y a-t-il de places en section à Besançon en 4e? Combien de places environ? Alors, il est impossible pour nous de répondre à cette question. On n'est pas à nombre de places par année d'âge. 4e, il faut tant de filles. 3e, tant de filles. Seconde, tant de filles. Ce n'est pas ça du tout. À part l'excellence première terminale où on nous a dit c'est 12 maximum, on ne peut pas vous dire on peut rentrer que 2 4e, on peut rentrer que 4 4e, on peut rentrer que 1 4e.
Par contre, il y a une réalité qui est la nôtre aujourd'hui dans notre paysage bisontin et qui est complètement différent à Dijon, c'est qu'on a des soucis d'internat, c'est pas nouveau. Donc aujourd'hui, malheureusement, on est contraint au nombre de places qu'on a à l'internat si on a envie de faire rentrer des joueuses qui ne sont pas proches de Besançon. Donc voilà, donc quand on nous dit qu'on n'a que 12 places pour des internes collégiennes, 4e, 3e confondues, ça rend la chose très, très, très difficile en termes de choix. Mais on ne peut pas vous dire il n'y a que 2 4e qui vont rentrer, ou que 4, ou que 5, ou que 3. Non, ce n'est pas comme ça qu'on raisonne. On essaie de prendre en compte tout ce qu'on a comme élément. Et après, on fait des choix en sachant encore une fois que la rentrée en pôle se fait prioritairement en 3e, mais que si effectivement des 4e, pour les raisons que la commission décide, doivent rentrer, on en fait rentrer. Et comme on vous l'a dit, cette année, on en a fait rentrer 10. Pour le collège Pardet à Dijon, nous avons la possibilité de rentrer 12 à 14 4e. Interne, pas interne, après, ça c'est autre chose, ça s'étudie au cas par cas, mais dans le projet de la section, lors de sa création, on a la possibilité, je vous dis, d'en rentrer en moyenne 12-14. Et on est plutôt sur une moyenne de 10-12, mais en aucun cas, comme vient de le dire Myriam, si sur une génération, on estime qu'on doit en rentrer que 6, on n'en rentrera que 6. Autre question, je remonte un petit peu. Peut-on modifier l'inscription dans le cas où la case pôle n'a pas été cochée? Donc la case section a été cochée, et est-ce qu'on peut modifier donc en mettant case pôle? Et je me suis permis de répondre qu'on pouvait bien évidemment modifier. Normalement, oui. Il n'y a pas de problème. Envoyez-nous un mail et il n'y a pas de souci. En sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, si votre fille est inscrite et que vous avez coché section ou que vous avez coché pôle, ça nous donne une orientation. Mais je vais prendre l'exemple, si une fille a été inscrite, coché section, si la commission estime qu'elle a les qualités pour intégrer le pôle, on ne va pas s'en tenir à une inscription sur une croix qui a été cochée dans un formulaire et qui n'est pas du bon côté, hein, vous en doutez bien. Autre question, la taille joue-t-elle un rôle important dans vos critères de sélection? J'insiste sur ce que Johan a dit par rapport au fait qu'on ne va pas s'en tenir à juste une croix si jamais le profil pourrait rentrer au pôle, hein, mais l'inverse est vrai aussi. À un moment donné, c'est clairement pas évident. C'est clairement pas évident pour d'aussi jeunes filles de se positionner, mais c'est pour ça que nous, on essaie de rendre le parcours très lisible pour que justement, voilà, on sache bien que si on veut rentrer au pôle, c'est pour aller vers le très haut niveau, c'est pour être professionnel et c'est pour aller vers les équipes de France, pour essayer de tout faire pour. Donc, il ne faut pas non plus, entre guillemets, vouloir prendre la place de quelqu'un alors qu'on n'a pas envie de devenir professionnel, on n'a pas envie de rentrer en équipe de France. L'inverse est vrai aussi. Et pour répondre donc à la question, la taille, oui, c'est un critère, mais pas que. Et aujourd'hui, on est quand même très à l'aise, Johan, Pierre et moi, parce que si on regarde le passé et les joueuses qu'on a en structure, effectivement, il y a des joueuses qui ont de la taille, hein, qui sont à 1m75, 1m80. Bon, voilà, ça fait partie des profils qu'on a rentrés. Mais il y a aussi des joueuses de petite taille. Et on a des joueuses de petite taille, hein, pour ne vous en citer que deux
pour ceux ou celles qui arrivent à suivre un petit peu l'actualité des clubs pro, Clarisse Méraud n'est pas une joueuse de grande taille, et pourtant elle a fait ses 3 années au Pôle Espoir. Léna Granvaux n'est pas une joueuse de grande taille, pourtant même chose, elle était au Pôle Espoir, et elles ont toutes les deux été en équipe de France jeune et junior, et sont des joueuses qui sont fortement impliquées dans leurs équipes de LFH. Donc oui, la taille est un critère, mais pas que. Il y a plein d'autres critères qui sont à prendre en compte pour essayer de devenir une joueuse de très haut niveau. Donc, s'il faut le rappeler, ben, je vais le rappeler. Effectivement, si on est une joueuse de petite taille, il faudra savoir ce que ça veut dire de petite taille. Ben, il faut avoir des qualités qui nous permettent d'aller vers le très haut niveau. Donc, c'est sûr que quand je vous cite Léna Granvaux, qui joue aujourd'hui à Bourg-de-Péage, ou Clarisse Méraud, qui joue aujourd'hui à l'ESB, et je peux vous citer Alizé Frécon, qui joue à l'ESB, etc. Des joueuses de petite taille, Chloé Bouquet, hein, joueuse de petite taille qui est aujourd'hui en équipe de France, des joueuses qui sont entre 1m67 et 1m68, si je ne dis pas de bêtises, les 4 que je viens de citer ne font pas 1m70. Et ben, y a des qualités d'explosivité, il y a des fortes qualités de vitesse, il y a des qualités de puissance, il y a des qualités de jeu, etc. etc. Donc, si on est une joueuse de petite taille et qu'on veut percer, ben, il faut effectivement s'inspirer de ce qui se fait et puis être doté d'autres attributs. Et Voilà. avec des qualités mentales incroyables pour ces qualités 3 jeunes mentales. filles, enfin 4 jeunes filles, pardon. Exactement. Mais voilà, il ne faut pas penser de nous que nous allons barrer la porte à des joueuses qui ne font pas 1m80. Par contre, il faut être assez lucide au regard du très haut niveau. Et encore une fois, oui, il y a des joueuses d'1m80 qui jouent en équipe de France et qui jouent dans les clubs pro et qui jouent à l'étranger. Et oui, il y a aussi des joueuses de petite taille, mais qui sont dotées de qualité, de très très bonne qualité. Je propose qu'il nous reste que 3 minutes d'intervention. On va aller jusqu'à 21h. Et puis après, on va essayer de libérer tout le monde parce que ça va faire tard. Moi, je suis à la Ligue là, mais je pense que tout le monde est à la maison, j'espère. S'il y a encore des questions, il vous reste 3 minutes, n'hésitez pas. Pour le moment, je vois des merci, mais je ne vois pas de questions. En attendant, hein, vous redire ce que Myriam a déjà dit tout à l'heure. Il y a eu bien sûr cette visio. Si ça ne vous vient pas maintenant, mais que vous avez des questions, d'autres questions, ou que vous n'avez pas forcément osé poser des questions là, hein, on est à votre disposition. OK. Et donc, vous pouvez nous contacter par mail si c'est plutôt quelque chose de général et sur lequel on peut répondre par mail. Et puis par téléphone, si c'est vraiment ça nécessite des appels téléphone. Hein, mais en tout cas, je le redis bien, on est à votre disposition. En tout cas, je tiens à remercier la présence des CTF. J'ai vu Cédric Noir, j'ai vu Cyril Stuno. Je pense que c'était les deux qui étaient présents sur ce webinaire, donc qui seront des relais privilégiés, Cédric pour le Nord-Franche-Comté, Cyril pour la Côte d'Or. Mais voilà, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions et n'hésitez pas à vous rapprocher des conseillers techniques fédéraux de chaque comité pour avoir des questions. J'ai vu Sabrina aussi. Moi, je te vois, Sabrina. J'ai vu Sylvain aussi, Sylvain Rognon. J'ai vu Sylvain Rognon pour le 12, Sabrina donc pour la Saône-et-Loire, donc le CTF c'est Nicolas Keita, mais Sabrina qui est responsable de la filière féminine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de toutes ces personnes référentes dans vos comités. Rapprochez-vous des entraîneurs de club s'il faut, et puis venez vers nous s'il y a d'autres questions. Mais encore une fois, toute joueuse qui souhaite faire de son métier le handball, bah, qu'elle n'hésite pas une seule seconde, qu'elle en discute avec papa, maman, et puis qu'elle remplisse un dossier et qu'elle nous rejoigne le 12 ou le 13 en fonction de son année d'âge. Avec le test PCR. Je précise, encore une fois. Et le certificat médical. Voilà.
Mais écoutez, je vais, si Johan et Pierre n'ont rien à rajouter, je vais clore ce webinaire. On est très content d'avoir pu vous éclairer. On est très content d'avoir pu apporter quelques précisions par rapport à la filière féminine qui, effectivement, depuis son changement en 2017, c'est pas très clair, hein, mais on espère qu'on a réussi à rendre ça un petit peu plus clair pour vous sur comment on fait pour rentrer au pôle, sur pourquoi on veut rentrer au pôle, sur les exigences, sur les droits, les devoirs, sur ce que ça suppose, etc. Donc voilà. Donc, merci pour votre présence déjà, pour les questions posées qui ont certainement éclairé tout le monde. Merci encore une fois aux collègues. Johan et Pierre, écoutez, je pense qu'on a fait, c'était pas trop mal, on a réussi à répondre aux interrogations. Et puis voilà, n'hésitez pas, je ne peux que vous souhaiter une bonne soirée. Moi, j'ai dépassé le couvre-feu de 2 heures, donc je vais y aller. Hein, et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Oui, merci. Au revoir. Au revoir.